Al-Joulani a beaucoup évolué. Il a poli son image. Je crois savoir aussi qu'il a bénéficié des conseils en communication d'occidentaux qui sont allés lui expliquer comment il devait parler, ce qu'il devait dire pour être rassurant. Vous vous souvenez, là, le sénateur américain qui avait une fois dit « Maybe he's a bastard, but he's our bastard ». C'est un peu la même logique vis-à-vis des islamistes. Hein. Alors Netanyahou, c'est un showman, hein. C'est un acteur. Donc on a eu une présentation PowerPoint sur une immense paroi qui nous a montré combien l'Israël était menacé par l'Iran, et puis combien Israël défendait les valeurs judéo-chrétiennes, la démocratie, contre les méchants Iraniens. Donc 7 octobre. Vers le 20 novembre, j'ai un ami qui m'a téléphoné. C'est un membre un leader d'une des mouvances du Likoud. Puis il me dit, Jean-Daniel, c'est l'occasion. Alors, tu sais, de toute façon, ça sera mieux pour eux. Il y a même une logique humanitaire à ce qu'ils partent ces Palestiniens de Gaza. Puis après, on s'occupera de la Cisjordanie. Parlons déjà de Gaza. Alors bon, les Égyptiens ne les veulent pas. Bon, ils devront en prendre quelques-uns, mais pas tous. Donc, on est en train de chercher d'autres pays qui pourraient en prendre. Qu'est-ce que tu dis? Nous, on pensait en envoyer 75 000 en Suisse. 75 000, c'est pas mal, ou bien vous pourriez les prendre. C'est la logique américaine, elle n'a pas tellement changé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'endiguer les rivaux, et puis les rivaux, c'est la Russie et la Chine. Donc si vous regardez une fois une carte des centaines de bases militaires américaines dans le monde, vous verrez qu'elles sont quand même situées le long de la frontière, cette immense frontière russe, mais aussi autour de la frontière maritime chinoise. L'Occident a tiré la prise aux négociations qui étaient sur le point d'aboutir à un cessez-le-feu. C'est les Américains, avec leurs alliés britanniques, qui ont dit non. Et ça, il y a Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, qu'on peut citer, qu'on peut retrouver, qui a dit quelques jours après, non, c'est trop tôt, il faut d'abord affaiblir la Russie. Je sais, parce que j'étais là, hein, j'ai même eu des entretiens, parce que les Turcs étaient intéressés de travailler avec nous sur le concept de neutralité pour l'Ukraine. Et ça m'a vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de profondément immoral. Jean-Daniel Roure, bonjour. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors avant de commencer, je rappelle brièvement à nos auditeurs de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos actualités. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Et suivez-nous aussi sur nos autres canaux, Instagram, TikTok, Spotify. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, alors maintenant, Daniel Roure, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Bon, écoutez, j'ai fait le trajet depuis Moutier, c'est là où je suis né, donc dans le Jura, enfin c'est plus on va dire Jura bernois, Jura Grand Chasseral, en fait cette zone qui a vécu quelques troubles identitaires et politiques au cours de tout le XXe siècle, qui est encore même une partie de ce siècle-ci. Et je suis entré dans la diplomatie, j'ai servi dans différents endroits, mais toujours en lien d'abord avec la sécurité européenne, beaucoup dans les Balkans aussi. Et puis ensuite avec le Moyen-Orient, où j'étais représentant spécial de la Suisse pour le Moyen-Orient entre 2008 et 2012, ensuite ambassadeur en Israël entre 2016 et 2021. Avant ça, j'ai été en Serbie ambassadeur, et puis après ça, j'ai été ambassadeur en Turquie. Et maintenant, je m'occupe surtout d'enseigner, et puis aussi d'écrire. J'écris pour différentes publications, et puis j'ai publié un livre récemment qui s'appelle Crimes et tremblements, et puis qui relate un peu mes expériences, écrites dans un style un peu de thriller. Parce qu'effectivement, vous avez été nommé à la fin de votre carrière secrétaire d'État, hein, donc avant de démissionner un mois plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça a un peu défrayé la chronique dans la presse romande. Au micro de la RTS, vous disiez que des gens puissants ne voulaient pas de vous à ce poste. Oui, je le pense toujours, effectivement. Enfin, c'est pas, vous savez, les campagnes de dénigrement comme celle qui m'est tombée dessus comme une avalanche de boue, ça vient pas tout seul. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé peut-être pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire? Soudain, il y a eu des soi-disant révélations, c'est-à-dire des histoires très personnelles qui ont commencé dans le Blick et ensuite qui ont été repris
dans la plupart des autres journaux, sans que quiconque ait vraiment un élément de preuve de quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu ni de procédure disciplinaire, ni de procédure administrative, ni de procédure pénale. Donc c'était purement et simplement des ragots sur ma vie personnelle, sur ma vie privée, qui ont été colportés. Donc une violation très claire de la loi sur la sphère intime, la protection de la sphère privée et de la sphère intime. Mais quand il y a un truc comme ça qui vous tombe dessus, vous pouvez rien faire. Vous pouvez absolument rien faire. Si ce n'est prendre un avocat et puis vous lancer dans des procédures extrêmement longues et extrêmement coûteuses, à supposer qu'elles aboutissent un jour. C'est des années, et puis j'ai préféré bâcher. En plus, bon, le DDPS, Madame Herd, ne souhaitait absolument pas me soutenir, parce que je lui ai proposé de prendre un avocat et de faire ce qu'il fallait faire du point de vue du droit, et puis ils ont refusé de le faire, et donc je me suis dit que si j'avais un soutien pareil pour ce poste, ça valait même pas la peine d'entrer en fonction. Et donc, un mois après, vous avez démissionné? J'ai démissionné, et puis aussi j'ai démissionné de la Confédération, hein, donc du DFAE, parce que aussi, j'avais plus tellement envie. Je venais de passer une année extrêmement éprouvante en Turquie, à essayer, à gérer le tremblement de terre. Vous savez, il y a eu un tremblement de terre qui a produit, on ne sait pas trop, entre 50 et 150 000 morts, au moins 50 000 morts. Ils ont arrêté de compter à 50 000. Et ça a été assez éprouvant aussi à l'intérieur de mon ambassade pour le personnel local. Certains d'entre eux ont été directement affectés par ça. Tout ça a été doublé d'une crise économique extrêmement grave qui touchait au porte-monnaie de mes employés, parce que les salaires n'étaient pas indexés à une inflation qui était entre 70 et 150%. Donc j'ai des gens dans mon ambassade qui étaient en dessous du minimum vital turc, et puis Berne était sourd à mes appels pour augmenter les salaires. Donc tout ça a créé, m'a ôté l'envie, si vous voulez, de m'engager. En plus, je voyais bien que la politique étrangère de la Suisse n'avait plus le lustre, la dépendance, et, disons, le soft power qu'elle avait auparavant. Donc, finalement, et rétrospectivement, quand je vois ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois, je suis assez content d'être parti au bon moment. Alors, on reviendra effectivement sur ces questions d'indépendance et de neutralité suisse, mais pour revenir peut-être aussi à ce que vous disiez sur finalement les intérêts qui ne voulaient plus de vous à ce poste. Voilà, donc la Weltwoche, hein, ce journal suisse alémanique, a parlé de beaucoup de choses, a parlé d'un putsch de l'OTAN, de l'influence d'un lobby israélien. Qu'en est-il ? Franchement, la seule enquête sérieuse qui a été faite sur cette affaire, c'est celle de la Weltwoche. Ils ont mis un journaliste qui a travaillé vraiment selon les méthodes du journalisme d'enquête. Il a parlé à des tas de gens. Et moi, j'ai découvert le résultat en même temps que les lecteurs. Hein. Je veux dire, c'était assez paradoxal, et il ne manquait pas même d'une certaine ironie, parce que c'est dans la Weltwoche qu'il y avait eu le premier article qui appelait à mon retrait, à ma démission, au fait que je n'entre pas en fonction, d'un certain Alfred Herr, conseiller national UDC, très proche ami d'Israël, et puis que la Weltwoche ait consacré autant d'énergie à essayer de trouver les dessous de cette histoire. Je trouve ça assez ironique. Mais bon, je crois que c'était du bon journalisme, et j'ai appris par la suite qu'effectivement, il semble que j'avais fait beaucoup d'ennemis, dont j'étais pas du tout conscient, hein, parce que j'ai été à l'étranger pendant pratiquement toute ma carrière, à part 5 ans à Berne. Donc apparemment, même en étant à l'étranger, j'ai réussi à me faire des ennemis. C'est peut-être parce que dans des conférences internes, où je croyais que c'était plutôt le débat était plutôt encouragé, j'ai dit qu'il fallait pas se précipiter vers l'OTAN, qu'il fallait prendre son temps, qu'on exagérait peut-être la menace russe qui n'est pas encore à Zurich, des choses comme ça. Et puis ça a visiblement déplu à certains clans ou certaines personnes qui représentent des points de vue et des intérêts différents. D'ailleurs, votre successeur, ou en tout cas celui qui a pris votre place, M. Meder, est très proche des intérêts atlantiques américains. C'est ce qui me semble aussi, oui. Donc pour vous, alors, c'est peut-être pas hasard. Mais pour l'instant, en tout cas, vous ne savez pas vraiment, c'est ça, hein? Écoutez, je pense qu'on ne saura jamais. Donc, tout a commencé par le Blick. Donc, moi, évidemment, j'ai demandé au Blick. Il existe quelque chose qui s'appelle la loi sur la protection des données. Et selon cette loi sur la protection des données,
on a le droit de réclamer les données personnelles dont un tiers disposerait, y compris auprès des médias. Mais évidemment, les médias, ils ont un gros argument, ils tiennent vraiment un grand atout qui est qu'ils peuvent dire « Ah non, on peut pas donner, on peut pas livrer ces données parce que ça révélerait les sources ». Alors moi j'ai dit « Mais non, mais dites-moi ce que vous savez, les sources ». Mais évidemment, s'ils m'avaient dit ce qu'ils savaient, j'aurais tout de suite pu voir d'où ça venait. Donc ils n'ont jamais répondu à ma requête, puis encore une fois, il faudra aller en procès pour qu'ils me livrent mes données personnelles. Et puis vous savez, dans ce genre de choses, la justice en Suisse, c'est quand même un rapport de force. Et puis désolé, tout seul contre un gier, moi je peux rien faire. Mais donc il semble quand même que les données qu'ils avaient accumulées sur vous, c'était lors de votre poste d'ambassadeur en Israël? Non, pas seulement. Pas seulement, il y avait des trucs d'avant. D'après ce qu'on m'a dit au téléphone, hein, moi j'ai rien vu d'écrit, mais ils prétendaient d'avoir des trucs qui dataient même d'avant, mais qui étaient probablement de l'espionnage. Et donc la piste israélienne peut-être Écoutez, il y a peut-être d'autres qui avaient intérêt, puis qui ont aussi des moyens. Moi je veux pas spéculer, hein, parce que je sais pas, puis je veux pas accuser sans preuve. Maintenant, voyons à qui profite le crime. Alors, parlons peut-être Proche-Orient, puisque vous avez été ambassadeur dans cette région de nombreuses années. Alors, évidemment, il y a une actualité. On est aujourd'hui le 9 décembre. Il y a une actualité très récente. C'est le renversement de Bachar al-Assad. Peut-être question générale d'abord. Comment vous avez vécu ces événements? En tout cas, quelle est votre lecture de l'actualité là, chaude? Moi, mon premier réflexe, c'était ils sont très forts, ces Turcs. Alors, je sais, ils s'en défendent, hein, ils prétendent qu'ils n'ont rien à faire dans tout ça. Mais il y a un triumvirat qui est à la tête de la Turquie qui est remarquable. Surtout si je compare à nos politiciens ici. C'est peut-être pas les plus grands démocrates, on est d'accord. Encore que ils aient été élus, enfin, que Erdogan ait été élu et que son élection a été reconnue par l'opposition. Hein. Mais vous avez trois personnages qui sont extrêmement intelligents, et vraiment qui ont cette capacité stratégique sur le long terme. Et qui sont-ils? C'est Erdogan, c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Hakan Fidan, qui était avant le directeur du très puissant MIT, c'est pas le Massachusetts Institute of Technology, ce sont les services secrets turcs. Et puis le chef actuel des services secrets turcs, Ibrahim Kalin, qui avant était le conseiller diplomatique du président Erdogan. Et ces trois personnages sont très forts. Et moi, je vois bien qui sont les vainqueurs de cette opération. Ben, c'est d'abord les Turcs. C'est quand même un petit peu les Américains, mais surtout parce que les Russes ont perdu. Les Russes sont dans le camp des perdants. Et c'est un petit peu les Israéliens aussi, parce que l'Iran est dans le camp des perdants. Ça présente des défis, hein. C'est pas, on peut se garder d'un espèce de romantisme. Évidemment, moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est pour les gens qui ont croupi dans les prisons, dans ces horribles prisons syriennes pendant des années, parfois des décennies. Vous avez vu, il y en a qui sortaient de prison, ils ne savaient même pas que Hafez, le père, était mort. Donc moi, c'est surtout pour tous ces gens-là qui sont vraiment libérés que j'éprouve des émotions très positives, et puis pour les familles, évidemment. Maintenant, il ne faut pas se cacher qu'il y a des gros défis. Et puis, un gros défi, ça sera assurer la gouvernance, assurer les services à la population, la santé, les hôpitaux, les transports, la sécurité, enfin, voilà, les services d'un État. Et je pense, d'après ce que je vois, je pense que, contrairement aux bêtises qu'on a faites en Libye et en Irak, je pense qu'on a quand même retenu les leçons de ça, et qu'en Syrie, on va travailler, ou on va reprendre sur la base des institutions existantes. Vous savez, quand je m'occupais un petit peu du dossier, c'était au début, hein, vers 2011-2012, on avait fait une réunion à Genève. Et puis de cette réunion était sorti le communiqué de Genève, je crois que c'est juin 2012, et ce communiqué disait il faut qu'il y ait une transition, mais une transition dans le cadre des institutions. Et ça, c'était un communiqué qui ensuite a été avalisé par le Conseil de sécurité, qui rencontrait l'assentiment de toutes les grandes puissances, y compris les Russes et les Américains. Et dans mes entretiens avec les Russes à l'époque, c'est les mêmes. Hein, ça qui est agréable quand on travaille avec les Russes. Ça change toujours pas. les mêmes. Ils restent pendant, je sais pas, des dizaines d'années en poste.
Et donc, mes interlocuteurs à l'époque me disaient, nous, on ne va pas mourir pour Assad. Nous, ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce n'est pas la famille Assad qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que s'il y a une transition, elle doit avoir lieu dans le cadre des institutions. On ne veut pas un scénario à la libyenne. On ne veut pas un scénario à l'irakienne. Parce que la Syrie, c'est beaucoup plus proche de chez nous. Donc, si vous avez un foyer djihadiste qui part de Syrie, ben, il y a pas très loin jusqu'au potentiel foyer djihadiste dans le nord du Caucase. Donc c'était ça leur argument principal. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a eu des discussions entre le Premier ministre syrien, donc le Premier ministre qui est resté en poste, hein, et puis le fameux Al-Joulani. Et bon, apparemment, je crois que le message est passé. Maintenant, la question qui se pose pour moi, et puis je ne sais pas quand on le saura, c'est quel genre de concertation il y a eu avant cette opération. Ça allait très vite, effectivement. Entre les grands acteurs de la région. Les grands acteurs de la région, c'est la Turquie, la Russie, les États-Unis, l'Iran, Israël. Et comment est-ce qu'il y a eu une concertation? Est-ce que des messages ont passé? Et puis, est-ce que surtout, les différentes factions soutenues par les différents protagonistes, vous avez les Kurdes qui sont soutenus par les Américains au nord-est, vous avez les Turcs qui veulent créer une zone de sécurité où il n'y aurait pas de forces armées kurdes, donc à la frontière avec la Turquie. Après, vous avez aussi les factions qui sont soutenues directement par Washington. Qui sont les forces syriennes libres, Free Syrian Army. Et comment est-ce que tout ça va réussir à s'emmancher pour créer un système de gouvernance déjà transitoire pour amener à des élections? Et puis après, il y a toutes sortes de défis, évidemment. Il y a le défi économique, il y a le défi humanitaire, mais il y a un défi qu'il faut garder à l'esprit, c'est le défi de la justice ou de la réconciliation. Parce que vous imaginez bien que les dizaines ou centaines de milliers de personnes, soit qui ont croupi dans les prisons, soit qui ont perdu un proche qui a été arrêté, torturé et exécuté, ces gens-là, ils vont demander des comptes au régime sortant. Et alors, il y a deux manières. Soit ce sera les règlements de compte, et ça risque encore une fois de dégénérer, ou bien alors il faut mettre en place un système un peu à la sud-africaine, ou bien à la balkanique, avec un tribunal, pourquoi pas un tribunal international, pour régler ces choses-là. Mais c'est très important de soigner ces plaies, ces cicatrices qui sont, enfin, c'est des plaies ouvertes, hein, du passé. Puis pour revenir aux acteurs de ce renversement, Ayad Tahrir al-Sham, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quand même quelque chose qui est issu d'Al-Qaïda, d'Al-Nusra. Finalement, les médias en parlent aujourd'hui comme un groupe de rebelles modérés, entre guillemets. Mais il y a 10 ans, c'était, en tout cas, Al-Joulani était recherché par les services américains. Sa tête était mise à prix. Comment expliquer cette transition? Vous savez, vous avez retracé un peu l'historique. D'ailleurs, au départ, c'était même un proche de al-Baghdadi, hein, le patron de Daesh. Donc en 2015, il s'est réfugié à Idlib, au nord-ouest, et finalement il n'y avait qu'une frontière par laquelle il y avait une communication, et puis il y avait du commerce, si vous voulez, ou des biens qui pouvaient entrer. C'est la frontière turque. Par tous les autres côtés, les trois autres côtés, si vous voulez, ça fait une espèce de carré ou de triangle, mais il n'y a qu'un côté qui était vraiment, où il y avait vraiment de l'assistance humanitaire, mais aussi toutes sortes d'autres choses qui entraient, et c'était par la Turquie. Donc, ça paraît assez peu vraisemblable que cette armée, parce que c'est une véritable armée, ait réussi à s'équiper. Alors, parce que vous avez vu, c'est quand même du beau matos. C'est plutôt neuf, c'est des uniformes, c'est une armée qui est disciplinée, qui est bien équipée, et c'est pas rentré par la Syrie, toutes ces choses-là. Donc c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu d'une manière ou d'une autre une implication turque. Hein. Et américaine. Alors ça je peux pas le dire, parce que je sais pas. Mais disons qu'ils ont historiquement été très impliqués dans la région pour financer les Américains islamistes. Les Américains n'ont pas de base là. Hein. Les Américains,
ont deux bases, une à Al-Tanf, qui est donc tout à l'est du pays, donc à l'opposé, et puis d'autres au nord-est, donc aussi à l'opposé, où là, ils soutiennent les opposants kurdes, qui sont, du point de vue turc, ce sont des membres du PKK, donc PKK, cette organisation considérée comme terroriste par les Turcs. Donc c'est un peu difficile à dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Al-Joulani a beaucoup évolué. Il a poli son image. Je crois savoir aussi qu'il a bénéficié des conseils en communication d'occidentaux qui sont allés lui expliquer comment il devait parler, ce qu'il devait dire pour être rassurant. Pas rassurant nécessairement seulement pour les occidentaux, mais surtout rassurant pour les minorités syriennes. La Syrie a une grande minorité chrétienne, hein, depuis toujours. Et puis il y a beaucoup de laïcs aussi en Syrie, beaucoup d'alaouites en Syrie. Et là, il y a tout un discours qui n'est pas du tout islamiste au sens Al-Qaïda ou ISIS, qui est un discours d'ouverture, mais ça, c'est quelque chose qu'il a appris, et j'ai cru comprendre qu'il avait obtenu le soutien de communicants ou de conseillers en communication qui venaient aussi de cette partie-ci du monde, donc de l'Ouest. Dans l'optique, effectivement, de développer une stratégie de communication pour le rendre plus acceptable en Occident. Exactement. Exactement. Mais pas seulement en Occident, hein, parce que je crois honnêtement que l'objectif de ceux qui ont soutenu le HTS, c'est d'essayer de restaurer une stabilité et une unité en Syrie, enfin surtout une stabilité en Syrie. Et puis ça, on ne peut pas avoir une stabilité si on ne tient pas compte des minorités, comme la minorité alaouite, comme la minorité chrétienne, qui est assez puissante économiquement, et puis la minorité kurde. Donc le discours d'ouverture ou une volonté d'inclusion est une condition sine qua non à une progression vers la stabilité, vers une gouvernance qui fonctionne en Syrie. Et je pense que ça, Al-Joulani, même Al-Joulani en conscient, et même les Occidentaux doivent en être conscients. Il est quand même frappant, en tout cas dans les médias occidentaux, de voir à quel point il y a les méchants islamistes du Hamas et les bons islamistes, entre guillemets, syriens, ex-Al-Qaïda reconvertis en islamistes inclusifs, quoi. Oui, ben, il y a... Vous vous souvenez, là, le sénateur américain qui avait une fois dit « Maybe he's a bastard, but he's our bastard ». Donc, c'est un voyou, mais c'est un autre voyou. C'est un peu la même logique vis-à-vis des islamistes. Hein. Vous comprenez, l'islamisme, ça marche parce que c'est un peu comme le populisme chez nous. Hein. Mais l'islamisme, ça permet de recruter du monde. Puis après, ben évidemment, nous les Occidentaux ont certains intérêts, et puis il faut travailler avec ce qu'on a. Et puis là, ces mouvements, par leurs discours, par leurs actions, ils attirent un certain respect, ils attirent une certaine popularité. Et puis le Hamas, c'était comme ça aussi. Vous savez, le Hamas, ils ont toujours dit, nous, on n'est pas spécialement contents d'être un jouet dans la main de l'Iran, ou d'avoir tout ce soutien de l'Iran. Dites aux Saoudiens que s'ils nous soutenaient comme les Iraniens nous soutiennent, eh ben, je veux dire, on arrêterait tous nos liens avec l'Iran. Mais le problème, c'est que les Saoudiens n'étaient pas prêts à soutenir le Hamas, parce que le Hamas, alors attention, ça va choquer vos auditeurs, le Hamas profondément est un mouvement qui croit à la démocratie. Ah, vous n'allez pas me c'est dire, intéressant. Alors vous allez développez ça. Vous allez dire, ce mec, il est un peu fou. Non. On aime bien les fous ici. Le Hamas participe de la mouvance des frères musulmans. Les frères musulmans représentaient, parce que maintenant ils sont très affaiblis après ce qui leur arrive en Égypte, mais ils représentaient une option. En fait, leur but, c'était d'arriver au pouvoir à travers des élections, à travers la démocratie. Ils se sont fait élire, d'ailleurs, en Égypte. Ils se sont fait élire en Palestine. Hein. Dire si le Hamas règne toujours à Gaza, c'est parce qu'en 2006, il y a eu des élections qu'ils ont gagnées. Donc, si vous voulez, quelque part, ces frères musulmans représentaient une option démocratique qui nuisait directement
aux intérêts des monarchies du Golfe qui, elles, ne sont pas élues, où il y a parfois des petits parlements comme ça, qui sont plutôt des parlements croupions. Mais les frères musulmans représentaient une toute autre approche beaucoup plus démocratique. Alors bon, ça ne veut pas dire que le Hamas n'a pas régné en pouvoir totalitaire à Gaza depuis 2006-2007, mais chaque fois qu'il y a eu une tentative d'organiser des élections palestiniennes, c'est pas tellement le Hamas qui a mis des obstacles. C'est plutôt Mahmoud Abbas et le Fatah, ou alors les Israéliens aussi, qui ont beaucoup travaillé à empêcher l'unité palestinienne. Et vous avez été en contact avec le Hamas ou ses représentants quand vous étiez en poste? Oui, c'était mon rôle, là, entre 2008 et 2012. Il faut se remettre dans les conditions de l'époque. Hein. C'est un peu difficile d'imaginer ça aujourd'hui. Mais à l'époque, on croyait vraiment à la solution à deux États. Elle était à portée de main. Il y a manqué... Qu'est-ce qu'il a manqué, alors? En 2001, quand Clinton faisait la médiation entre... Yasser Arafat encore, et puis du côté israélien, c'était plus Rabin qui s'était fait assassiner par un extrémiste juif. À l'époque, c'était Ehud Barak. Et il y a eu un différend sur la souveraineté sur Jérusalem, surtout sur les lieux saints. C'est là que ça a capoté. Et les négociateurs, qui étaient dans les deux équipes de négociation, se sont dit, mais c'est pas possible. On va réussir à surmonter ce dernier obstacle. Et ils se sont rencontrés après, pendant 2 ans. D'ailleurs, l'essentiel des discussions s'est fait dans le chalet de la famille Keller, Alexis Keller, professeur à l'Université de Genève, ici dans les montagnes. Et puis c'est là qu'ils ont scellé ce qui deviendra ensuite l'initiative de Genève. Donc ils étaient là à titre privé. Mais on avait quand même l'ancien ministre de la Justice israélien qui s'appelle Yossi Beilin, un grand personnage. On avait du côté palestinien le secrétaire général de l'OLP, Yasser Abed-Rabo, qui avait donc une ligne directe avec Arafat, et puis après la mort d'Arafat avec son successeur Mahmoud Abbas. Donc, en tout cas, du côté palestinien, il représentait vraiment l'opinion du président, des autorités. Du côté israélien, moins, parce qu'entre-temps, il y avait eu des changements de gouvernement. N'empêche que on sort l'initiative de Genève en 2003, et ensuite on met en place des structures pour essayer de faire sa promotion. Et les négociations continuent en parallèle à ça. Alors c'était plus Barak, parce qu'il y a eu Sharon entre-temps. Avec Sharon, Sharon était contre une solution à deux États. Et ensuite, après Sharon, est venu le Likoud toujours, hein, quelqu'un de beaucoup plus mesuré qui s'appelait Ehud Olmert. Et en 2008, quand j'ai commencé à m'occuper du dossier, les négociations progressaient bien entre Ehud Olmert d'un côté et Mahmoud Abbas de l'autre. Et du reste, les négociateurs utilisaient l'initiative de Genève comme source d'inspiration. D'ailleurs, un des négociateurs israéliens m'avait une fois dit « Vous avez été vraiment trop bon quand vous avez écrit l'initiative de Genève, parce que moi, je dois la paraphraser pour mettre nos propositions sur la table, et puis je dois trouver des autres mots pour pas qu'on voit que ça vient de l'initiative de Genève, mais je te jure que c'est difficile. » Donc cette initiative de Genève, contrairement à tout ce qu'on entend, tous les détracteurs qu'il peut y avoir, surtout en Suisse, c'était vraiment un modèle qui était utile et utilisé par les négociateurs. Et à ce moment-là, on n'avait pas tellement de doute qu'on allait progresser puis arriver à une solution qui serait à peu près jumelle à l'initiative de Genève. Mais il y avait 2 problèmes. C'est les extrémistes de chaque côté. Donc, voilà, un de mes mandats, c'est très difficile pour nos partenaires palestiniens d'aller parler au Hamas, une très grande méfiance, les Israéliens évidemment. Donc, on a entamé un dialogue avec le Hamas. Déjà avant moi, mon prédécesseur avait déjà fait ça, mais on l'a peut-être un peu intensifié après. Aussi parce qu'après, on a produit une version complète d'un accord de paix avec toutes les annexes. Ça a mis du temps à développer tout ça, c'est très technique. Mais pour finir, c'était 500 pages. Donc le document, c'est 500 pages et offre des solutions pour vraiment tous les problèmes, y compris des problèmes très techniques.
Et puis, voilà, moi je suis allé voir le Hamas, on les a une fois même fait venir ici, je suis allé les voir très souvent, pour essayer de leur dire, trouver une position qui soit compatible avec l'initiative de Genève, parce que c'est dans l'intérêt du peuple palestinien. Et d'ailleurs, dans tous les sondages qu'on faisait, il y avait une majorité de Palestiniens qui étaient en faveur d'une solution à 2 États façon accord de Genève. Et puis, je veux dire, ça n'a pas marché si mal, parce qu'en 2017, le Hamas a sorti un nouveau document qui parle de pas de solution à 2 États, mais ça dit, voilà, la position du Hamas, c'est qu'on est prêt à avoir un État palestinien dans les frontières de 1967, ce qui est la base même de la solution à 2 États. Donc, quelque part, leur position a évolué pour devenir compatible avec la position de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est pour la solution à 2 États sur la base des frontières de 67, sauf 2 gouvernements. Les États-Unis et Israël. Non, même les États-Unis. L'Iran et Israël. C'est quand même assez marrant de voir l'Iran et Israël sur le même bateau dans ce domaine. La position iranienne, elle est, il faut demander l'avis de la population, organiser un référendum, puis demander leur ce qu'ils veulent. Avoir vu la force démocratique, la force démographique des Palestiniens ou des non-juifs, il y aura un risque que ceux-ci se prononcent pas pour une solution à 2 États, mais pour une solution à 1 État. Mais voilà, enfin tout ça est un rêve pieux, hein, ça va pas. Oui, et donc c'est Israël qui refuse parce que projet colonial, la Cisjordanie, etc. Bon, écoutez, ils appelleront pas ça projet colonial parce qu'ils sont assez persuadés d'être proches de la terre de leurs ancêtres. Hein. Oui, c'est un rêve messianique. Alors ça dépend. Vous avez toutes sortes d'intérêts. Mais je crois que la tendance prédominante en Israël aujourd'hui, elle procède de 3 tendances. Vous avez d'abord la tendance, ce que j'appellerais la tendance Jabotinsky, qui est prédominante au sein du Likoud. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début de l'État d'Israël, vous aviez une opposition entre 2 personnages forts qui sont à l'origine de l'État d'Israël. David Ben Gourion, qui a gagné, qui était le Premier ministre, qui lui était pour un État dans des limites petites, mais avec une majorité juive très claire. Et c'est ce qui s'est passé après la guerre de 48-49. Et puis en face, vous avez l'option de Zev Jabotinsky, qui lui était pour un grand Israël, mais un grand Israël qui s'étendrait aussi en partie au Liban, en partie en Jordanie, en partie en Syrie, et certains font même remonter la carte jusqu'au nord de la Mésopotamie, donc en Turquie, la région de Urfa, d'où serait venu Abraham. Alors, l'option Jabotinsky a perdu, mais le secrétaire de Jabotinsky était le père de Netanyahou. Voilà, donc ça explique un peu cette mentalité du grand Israël, qui est plutôt du nationalisme. À côté de ça, vous avez beaucoup de gens dans l'appareil sécuritaire qui disent « mais regardez, nos lignes de défense sont trop petites si on n'inclut pas la Cisjordanie dans notre territoire. » Donc pour des raisons de sécurité, la Cisjordanie et les hauteurs du Golan. Donc, question de sécurité, parce que si on lâche du lest, si on arrête l'occupation, on risque d'avoir une armée, des terroristes qui seront à Jérusalem même. Donc là, il y a cette dimension sécuritaire, la dimension nationaliste. Et puis la troisième, c'est ce que vous avez appelé le messianisme. Effectivement, il y a un messianisme juif aussi qui s'exprime aujourd'hui et qui se conjugue fort bien avec un messianisme chrétien, surtout chez les évangéliques américains. C'est quand même 20 à 25 millions d'électeurs, c'est beaucoup d'argent qui part dans les campagnes aussi, pour dire cette terre est à nous. Alors ça, c'est plutôt les Juifs. Et puis voilà, les temps sont venus où le Messie va revenir. Et puis vous avez les messianistes, les messianiques chrétiens, qui sont dans cette logique eschatologique en disant voilà, on est dans l'Apocalypse. Alors il y a l'Antéchrist qui va se lever, puis il y aura une grande guerre, puis après Jésus va revenir, et puis tout le monde sera chrétien, grosso modo. Et les Juifs disparaîtront ou se convertiront? Oui, les Juifs se convertiront, bien sûr, et puis les Juifs, ils disent, ouais, c'est bien,
On sait bien qu'ils veulent qu'on devienne chrétien, mais bon, tant qu'ils nous soutiennent, ça va bien. C'est un peu les idiots utiles, c'est un peu comme ça qu'ils les considèrent. Alors, voilà. Donc, pour moi, c'est cette conjugaison des trois forces qui sont très nettement majoritaires dans la population juive d'Israël aujourd'hui, qui explique le comportement d'Israël. Avec peut-être une alliance entre les messianistes et la tendance Jabotinsky de Netanyahou. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il y a les trois, et puis la tendance sécuritaire. C'est ça. Et puis la tendance sécuritaire. Oui, c'est une alliance, c'est une conjonction, une conjugaison d'intérêts qui produit une majorité, et puis qui produit la politique qu'on connaît. Et comment vous percevez ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre 2023 ? Ça semble quand même une fuite en avant de l'État d'Israël, non, avec je ce pense génocide, pas. avec... Je pense pas. Je pense que, encore une fois, c'est une conjugaison de ces trois forces. D'abord, vous avez l'armée qui a, enfin tout l'armée. Je dis l'armée, mais en fait j'entends le système de sécurité israélien. Ça inclut les services secrets, donc le Mossad, le Shin Bet, et puis l'armée, tout le système sécuritaire. C'est vraiment fait prendre au dépourvu. C'est un choc et une humiliation pour eux. Vous savez, la doctrine militaire israélienne, ça a toujours été, pour garantir notre survie, nous devons être plus forts que tous nos ennemis potentiels, donc tous les pays qui nous entourent, et nous devons le montrer. C'est la seule manière de créer un système de dissuasion, de dissuader des gens de nous attaquer. Et là, ils ont été pris en défaut, hein. Ils ont pris en position de faiblesse. C'est-à-dire ces gars du Hamas, dans leur... Vous savez que c'est... Je ne sais pas si vous savez où c'est la Joie. C'est un petit bout de terre tout au nord de la Suisse qui jouxte la France et où on fait la Saint-Martin, on mange du cochon. C'est peut-être une mauvaise... Enfin, quoi qu'il y a un film très bien qui s'appelle Le cochon de Gaza. Bref, Gaza, c'est la taille de la Joie. Hein, c'est 60 km entre 11 et 15. Et puis, ils n'ont pas vu venir ça. Ces gens ont réussi, depuis leur souterrain, à organiser cette opération. Ça avait quelque chose d'effectivement très humiliant. Certains ont dit qu'ils avaient peut-être fermé les yeux ou laissé faire pour avoir ce prétexte de déclencher ces alors frappes. Écoutez, ça... Parce qu'il y a quand même eu des alertes. Il y a quand même eu des alertes Rocard de certains soldats israéliens qui oui, étaient mais dans vous savez, quand vous avez un système de renseignement qui est tellement performant, qui reçoit tellement d'informations ponctuelles tous les jours, que trier le bon grain est livré, et puis réussir à dénicher dans tout ce qui vient l'information qui est vraiment opérationnelle, utile, actionable comme ils disent, c'est pas facile. Donc, et puis moi j'en reviens à Rocard. Hein. Quand vous avez le choix entre l'incompétence et puis la conspiration, il faut toujours choisir l'incompétence. Alors moi, jusqu'à preuve du contraire, hein, maintenant peut-être que dans 100 ans, les archives seront ouvertes et puis on verra que c'était une conspiration. Ou bien alors peut-être qu'il y aura une fois une enquête. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un jour une enquête sur comment ça s'est passé, pourquoi. Et puis là, on aura peut-être des éléments d'information. Les Israéliens sont assez bons pour faire des enquêtes. Mais pour le moment, Netanyahou a bloqué tout effort qui irait dans ce sens. Donc restaurer la crédibilité de l'armée israélienne et de la dissuasion, pour eux, ça voulait dire frapper très, très fort. Ça, c'est la logique sécuritaire. Mais après, immédiatement derrière, vous avez eu la logique nationaliste et messianique qui est arrivée, c'est l'occasion de vider Gaza, avant de vider la Cisjordanie, et de repeupler avec des colons. Ça, c'est la logique messianique, hein, nationaliste, qui est en train de s'exprimer maintenant, parce que regardez ce qu'ils font au nord de Gaza. Hein, ils ont fait une espèce de barrière étanche au milieu de Gaza, et puis ils essayent de pousser les populations du nord de Gaza dans des centres facilement contrôlables, et les colons sont déjà prêts avec leurs caravanes à Kerem Shalom, donc à la frontière. Donc c'est très possible que c'est ce qui va se passer. Maintenant, c'est du nettoyage ethnique, c'est illégal, Amnesty International a même sorti un rapport la semaine dernière pour dire cela correspond à la définition du génocide.
Donc ça, moi, c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair. J'attends qu'il y ait une instance judiciaire internationale, comme la Cour internationale de justice ou la CPI pour le dire, mais malgré toute la réprobation qu'on peut avoir, malgré toute la compassion pour la souffrance des Palestiniens, mais aussi des familles des otages israéliens, qu'il ne faut quand même peut-être pas oublier, parce que, on ne peut pas s'empêcher pour essayer de comprendre, il faut voir les forces qui s'exercent, et puis les forces qui s'exercent, il y a une logique sécuritaire, puis une logique nationaliste messianique. Mais qui va jusqu'à critiquer ouvertement les instances internationales qui remettent en question cette logique-là. Vous savez, moi, peu de temps, là, comme ça, un mois après le début, non, c'était vers le 20 novembre, donc 7 octobre, vers le 20 novembre, j'ai un ami qui m'a téléphoné. C'est un membre un leader d'une des mouvances du Likoud. Puis il me dit, Jean-Daniel, c'est l'occasion. Alors, tu sais, de toute façon, ça sera mieux pour eux. Il y a même une logique humanitaire à ce qui parle par ces Palestiniens de Gaza. Puis après, on s'occupera de la Cisjordanie. Parlons déjà de Gaza. Alors bon, les Égyptiens ne les veulent pas. Bon, ils devront en prendre quelques-uns, mais pas tous. Donc, on est en train de chercher d'autres pays qui pourraient en prendre. Qu'est-ce que tu dis? Nous, on pensait en envoyer 75 000 en Suisse. 75 000, c'est pas mal, ou bien vous pourriez les prendre. Ils vous ont dit ça sérieusement? Oui, et puis après, il m'a même envoyé un document qui s'appelait « Plan de relocalisation, aspect économique », quelque chose comme ça. Et qui expliquait pourquoi ça serait bien pour l'économie de Gaza, pour l'économie des Palestiniens, d'aller au Caire, parce que les appartements étaient meilleur marché au Caire. Enfin, il y a toutes sortes de réflexions de ce genre. Donc tout ça est pensé et planifié depuis un moment, effectivement. Et c'est ce qui explique la décision de la Cour internationale de justice qui déclare l'occupation israélienne de la Cisjordanie illégale et qui enjoint tous les États à renoncer à l'assistance à Israël. Alors, c'est quand même une décision assez nouvelle, novatrice. Pour moi, c'est une percée. Parce que jusqu'ici, notre attitude, c'était l'occupation en tant que telle n'est pas illégale. Par contre, ce qui se passe dans le cadre de l'occupation est illégal. À commencer par la colonisation, évidemment. Vous avez aujourd'hui quelque chose entre 650 et 800 000 colons juifs, israéliens, qui vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et qui obéissent à un ordre juridique civil israélien. Donc, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, au même ordre juridique que les Palestiniens qui, eux, vivent dans un régime militaire. C'est assez... donc, ce qu'est la définition de l'apartheid, d'ailleurs, aussi selon Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres. Quand vous avez deux populations qui vivent dans deux ordres juridiques différents sur le même territoire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu en Afrique du Sud à l'époque des Bantoustans, effectivement. Ouais. Et donc ça, quand vous étiez ambassadeur sur place, est-ce qu'il y a eu des actions en tant qu'ambassadeur suisse pour essayer de travailler sur cet aspect de colonisation? Comment c'était? Vous avez, j'imagine, beaucoup rencontré Netanyahou. Enfin, comment ça se passait? Écoutez, moi, d'abord... bon, nous, vous savez, nous on est un petit pays, on n'a pas vraiment... Donc j'ai rencontré Netanyahou, oui, avec Wally Maurer, qui était fasciné par Netanyahou. Et comment ça s'est passé, alors, cette rencontre? Alors, Netanyahou, c'est un showman, c'est un acteur. Donc, on a eu une présentation PowerPoint sur une immense paroi qui nous a montré combien l'Israël était menacé par l'Iran, et puis combien Israël défendait les valeurs judéo-chrétiennes, la démocratie, contre les méchants Iraniens. Et puis Wally Maurer était très impressionné par tout ça. Et puis après, il voulait faire un deal avec nous. Il voulait qu'on paye le gouvernement d'Érythrée pour renvoyer les Érythréens, les requérants d'asile érythréens. Parce qu'ils en ont aussi là-bas, en Israël. On s'est dit, let's work together, et puis payer tout ça. Et puis moi, à un moment, j'ai dû quand même prendre la parole pour dire que c'est un peu difficile, parce que chez nous, d'abord, il y a une procédure individuelle. On ne peut pas renvoyer des gens en masse. Et puis deuxièmement, je ne sais plus combien, mais à l'époque 70 ou 80% qui avaient un statut d'admission provisoire, donc on ne peut pas comme ça.
C'était quand même un peu... Mais Netanyahou est très très fort. Non, mais moi, ce que j'ai essayé de faire, d'abord, essayer de parler aux religieux, donc, et surtout aux religieux messianiques, nationalistes messianiques. J'ai eu différents entretiens. J'en parle un peu dans mon livre, d'ailleurs, ça explique un peu la mentalité. Ce qui les intéresse, eux, c'est qu'ils veulent vivre près de leur lieu saint. Et puis, deuxièmement, ils disent, nous, on n'a pas de problème à vivre avec des Palestiniens à côté de chez nous, mais il faut qu'ils reconnaissent que cette terre nous appartient. Alors, c'est un peu difficile pour les Palestiniens. Après, il y aurait peut-être des demi-mesures sur une appartenance spirituelle par rapport à une appartenance, je sais pas, foncière. Mais c'était intéressant d'avoir au moins ces entretiens pour essayer de briser la glace et puis de se parler pour que chacun comprenne d'où on vient. Donc ça, c'était une des lignes d'action. Et puis l'autre ligne d'action, ça a été de beaucoup travailler à mettre ensemble, surtout des jeunes Israéliens, des jeunes Palestiniens, sur des projets communs, que ce soit dans le domaine de l'environnement ou du high-tech. Ça, j'ai fait beaucoup de projets là-dedans, avec une ONG basée ici, d'ailleurs, enfin ici à Genève, qui fait un travail extraordinaire dans ce sens-là, qui s'appelle Beit of Hope, B8 of Hope, de Mera Rimmer, une personnalité exceptionnelle. Et puis on a essayé de mettre ensemble des projets comme ça. L'idée étant, si on réussit à rassembler les gens par le high-tech, donc par l'argent, par des projets novateurs, ça pourrait créer une dynamique positive. Et puis surtout, ça permet de briser cette glace, puisque les jeunes Israéliens voient jamais de jeunes Palestiniens, ou s'ils les voient, ils ont peur que ce soit des terroristes. Vous savez, la deuxième intifada, dans 2001 et 2003, ça a causé un très gros traumatisme qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc les gens avaient peur d'envoyer leurs gamins à l'école, parce qu'il y a des gens qui se faisaient sauter dans des bus. Donc ça a laissé des marques. Et puis ensuite, il y a eu la construction du mur, ce qui fait que les deux sociétés sont très proches, mais ne se voient pas. Et puis pour les Palestiniens, quand ils voient des Juifs israéliens, en général, c'est en uniforme derrière un fusil. Donc pour eux, c'est la force d'occupation. Donc en ayant ce genre de projet, on contribue aussi à humaniser l'autre partie. Parce que je crois qu'une des raisons de la violence de ce qui s'est passé le 7 octobre et de ce qui s'est passé après, c'est la déhumanisation, le fait qu'il y a tellement de préjugés et que les gens ne comprennent pas les ressorts, ce qui fait fonctionner les autres. Pour en venir très, très rapidement à l'occupation, donc ce qui est nouveau, avec la décision de la Cour internationale de justice du 19 juillet, enfin c'est pas une décision, c'est un avis consultatif. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est pas la colonisation qui est illégale ou ce qui se passe dans le cadre de l'occupation, mais c'est l'occupation elle-même. Et le raisonnement de la Cour, c'est de dire, parce que cette occupation est menée dans une logique annexionniste. Une occupation, normalement, une occupation pour qu'elle soit légale, ça doit être mené dans une logique où on va vers un règlement politique qui permettrait de cesser l'occupation. Et puis là, la logique est l'annexionniste. D'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes, le discours officiel ne parle pas de territoire occupé, mais parle de territoire disputé. Comment est-ce que vous jaugez la puissance de l'Iran? Parce que j'ai l'impression que si on écoute un peu le discours médiatique, on a l'impression que l'Iran peut être détruit par Israël en 2 jours. Quoi. Non, alors ça, je pense que c'est pas possible. Par contre, l'Iran a perdu. Enfin, l'Iran est affaibli. L'Iran est affaibli. Mais ça reste d'abord, c'est un immense pays. Donc, faut pas croire qu'on peut détruire l'Iran uniquement par l'aviation. Peut-être que si les Israéliens se décident d'utiliser l'arme nucléaire dont ils disposent, ça peut faire des dégâts, mais même on ne détruit pas un pays de la taille de l'Iran.
On peut détruire les installations pétrolières, on peut détruire une partie des installations nucléaires, parce qu'il y en a d'autres qui sont trop profondément enfouies dans les montagnes pour qu'elles soient atteignables. Alors après, on peut détruire des centres de commandement, des rampes de missiles, toutes sortes d'arsenaux. Ou des généraux. Ouais. Oui, mais ça, c'est un peu... Oui, alors ils ont fait... Ça, c'est même les Américains qui ont tué Soleimani. Après, ils en ont tué un autre dans le consulat à Damas, ou des scientifiques. Ils ont aussi tué, il y a déjà plusieurs années, des responsables du programme nucléaire. Mais ça change. C'est des petites victoires tactiques, si vous voulez, mais c'est pas ça qui change la stratégie. Où il y a eu peut-être une victoire stratégique, c'est si on combine l'impact sur le Hamas, l'impact des bombardements israéliens sur le Hezbollah, et puis maintenant l'impact de ce qui est en train de se passer en Syrie sur l'Iran. Parce que qu'est-ce qui faisait la force de l'Iran et la menace iranienne sur Israël? C'était, bon, déjà l'arsenal iranien propre, qui n'a pas vraiment été utilisé encore. Ils ont utilisé une toute petite partie. Moi, je pense que les Iraniens veulent conserver cet arsenal. Je pense que les Iraniens veulent voir s'ils peuvent trouver un accord avec Trump. Parce que la logique iranienne a été la suivante. On fait partie de l'axe du mal. Les Américains, à l'époque de George W. Bush, disent ils veulent nous détruire. Donc nous, on s'arme. 2, on laisse planer le doute sur notre capacité nucléaire. Et puis 3, on encercle Israël pour montrer qu'on peut faire du mal. Alors, on ne peut pas atteindre les États-Unis, mais on peut atteindre le meilleur allié des États-Unis, c'est-à-dire Israël. Et pour ça, ils ont construit ce qu'ils appellent eux-mêmes Ring of Fire, donc une espèce d'anneau de feu qui court depuis le Liban, enfin qui court... La Syrie, maintenant, on ne sait pas trop comment ça va tourner, mais le Liban, la Syrie, les milices irakiennes pro-iraniennes, le Yémen, et puis ensuite le Hamas à Gaza. Donc c'est ça, cette espèce d'anneau de feu, comme il disait, qui entourait Israël, mais toujours dans une logique de défense vis-à-vis des Américains. Donc maintenant, Trump est de retour au pouvoir. Il est connu pour, disons, l'incertitude qui fait planer. Alors je pense que les Iraniens doivent maintenant essayer de tendre des perches. D'ailleurs, on dit que Elon Musk a rencontré l'ambassadeur d'Iran à New York. Je crois que la réunion est confirmée, on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit. Mais il y a peut-être la possibilité d'un grand deal là. Ils veulent laisser la porte ouverte à ce deal et donc ce n'est pas le moment de faire mal à Israël ou de taper Israël. Et peut-être justement, expliquez-nous quelles sont les grandes dynamiques et les grands intérêts de l'Occident, des États-Unis en particulier, dans cette région. Pourquoi ils soutiennent Israël autant que ça? Pourquoi ils voulaient le départ de Bachar al-Assad? Voilà, finalement, est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu stratégique? Les Américains, je n'ai pas l'impression qu'ils ont fait grand-chose pour le départ de Bachar. Visiblement, c'est HTS soutenu par la Turquie, j'imagine, qui ont fait ce qu'il fallait. Et puis, mais ce qui me paraît invraisemblable, c'est que ça fait quoi, 7 ou 8 ans qu'on est dans cette situation de patte et qu'il n'y a eu aucun investissement pour rendre l'armée syrienne plus performante. Dire que la manière dont elle s'est écroulée comme un château de cartes, c'est vraiment spectaculaire. Vous me direz tant mieux, je veux dire, personne n'avait envie qu'Assad reste beaucoup plus longtemps. Maintenant, il faut voir ce que la suite va réserver. Vous parlez des intérêts de l'Occident. Je pense que nos intérêts à nous, Européens, ne sont pas les mêmes que les intérêts américains. Les intérêts américains, c'est d'abord des intérêts de grande puissance. Les grandes puissances, ils réfléchissent un peu différemment. C'est un peu... Le monde est un peu un échiquier, et puis si c'est pas nous qui occupons certains casiers, c'est les autres. Donc être présent dans ces endroits-là, c'est une manière de dire, on marque notre présence pour éviter qu'une des autres grandes puissances marque sa présence ou ait une présence prédominante. Donc on reste là. Après, le deuxième intérêt américain, c'est Israël. Pourquoi c'est un intérêt américain, Israël? C'est pas un intérêt de sécurité nationale, Israël, mais c'est un intérêt électoral. Tout simplement parce que
Israël commande différents lobbies, dont l'un s'appelle AIPAC, qui distribue beaucoup d'argent. Vous savez qu'une élection américaine, pas seulement présidentielle, hein, aussi les élections parlementaires, ça coûte très cher. Et donc, AIPAC est un des 2 ou 3 principaux lobbies avec le lobby de l'armement et le lobby des guns, des armes à feu. Ça fait partie des lobbies qui sont vraiment très importants à Washington. Et ça explique pourquoi il y a ce soutien qui nous paraît chaque fois un peu bizarre. Hein. Quand Netanyahou va parler au Congrès, il faut applaudir. La dernière fois, je crois qu'il a été ovationné 58 fois. Puis ovationné, ça veut dire debout, tout le monde applaudit. Hein. Et je veux dire, c'est quand même assez spectaculaire. Alors même qu'il y avait le déroulement des événements à Gaza. Oui, alors qu'il y avait le déroulement. Mais bon, après, vous savez, les Israéliens ont aussi une rhétorique très bien rodée. Ils disent, c'est terrible, tous ces enfants qui meurent. Ah, mais c'est horrible, un enfant qui meurt, évidemment. C'est pour tout le monde un crève-cœur. Qui peut tolérer ça? Regardez ce que ces horribles islamistes font, parce que ils tirent, ou ils envoient des roquettes depuis des écoles, depuis des jardins d'enfants, c'est eux, c'est leur faute. C'est la faute au Hamas si des enfants meurent. C'est ça la rhétorique. C'est une rhétorique qui n'est pas 100% fausse, qui est évidemment complètement exagérée, mais qui marche vis-à-vis de certains élus, a fortiori si ces élus touchent de l'argent qui leur sert à gagner des élections. Pour revenir aux intérêts de grande puissance dont vous parliez, il y a aussi peut-être pour les Américains la déstabilisation de la Russie en ligne de mire. Alors, moi, je pense puisqu'elle soutenait le régime d'Assad, en tout cas. L'affaiblissement, la déstabilisation, ça, je pense qu'ils auront un peu de la peine, parce s'ils voulaient déstabiliser la Russie, c'est à l'intérieur même de la Russie qu'il faudrait être actif, ce qui n'est pas le cas, Dieu merci, à part peut-être depuis l'Ukraine, en utilisant les missiles de moyenne portée là, depuis quelques semaines. Mais je pense qu'il s'agit surtout de l'affaiblir et de la contenir. C'est la logique américaine, elle n'a pas tellement changé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'endiguer les rivaux, et puis les rivaux, c'est la Russie et la Chine. Donc si vous regardez une fois une carte des centaines de bases militaires américaines dans le monde, vous verrez qu'elles sont quand même situées le long de la frontière, cette immense frontière russe, mais aussi autour de la frontière maritime chinoise. D'ailleurs, une des raisons pourquoi les Chinois développent des voies de communication à travers la masse eurasienne, c'est pour avoir une certaine indépendance par rapport au transport maritime. Donc, si vous voulez multiplier les options, parce que les voies maritimes sont complètement contrôlées par les 2 grandes puissances maritimes, ou la grande puissance maritime et celle qui l'a précédée, c'est-à-dire les Britanniques et les Américains. Et d'ailleurs, les Russes avaient contrôlé le port de Tartous en Syrie. Et donc là, avec ce changement de régime, on ne sait pas trop ce que deviendra cette base. Et finalement, l'accès à la Méditerranée, là, pourrait être compromis. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Oui, alors de ce point de vue-là, ça serait évidemment une victoire américaine si les Russes devaient abandonner leur base. Maintenant, je sais, enfin, on a pu lire aujourd'hui, que les bateaux, les navires qui étaient au port, les navires russes ont prudemment pris le large. Je pense qu'il doit y avoir des négociations en cours entre les Turcs et les Russes pour voir ce qui va se passer avec ces bases. Mais pour autant que je sache, HTS ou l'opposition ne contrôle pas encore cette partie-là de la Syrie où il y a une forte communauté alaouite, donc plutôt loyale vis-à-vis de Bachar el-Assad, et qui doit se faire, cette minorité, beaucoup de soucis par rapport à ce qui va arriver. Et qui sera peut-être soutenu par les Russes, justement, parce que le port est dans cette région. Oui, maintenant, est-ce que les Russes ont vraiment les moyens de soutenir militairement parce que les Russes, ils ont quand même essentiellement opéré en Syrie par voie aérienne, hein. Moins par des troupes au sol. C'était plutôt le Hezbollah qui fournissait des troupes au sol. Or, comme on le voit, le Hezbollah est très secoué. Et puis cette frontière-là, elle est plutôt proche de la Turquie. Hein. Donc c'est plutôt éclair. Enfin, à mon avis, les Russes devraient parler aux Turcs pour trouver
pour trouver une solution qui leur convienne. Je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a quelques jours, le Kyiv Post, le journal ukrainien, écrivait un article soulignant que les services secrets ukrainiens avaient entraîné les islamistes. Ouais, j'ai vu ça. C'est pour moi une rumeur non confirmée. Ça circulait dans les groupes Telegram, en tout cas, de ces islamistes. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça maintenant. Ça va dans les deux sens. Hein. On dit aussi qu'il y a des groupes islamistes syriens qui étaient engagés par les Russes, en plus des Nord-Coréens. Est-ce que c'est si important? Puis est-ce que ces services ukrainiens n'avaient pas d'autres priorités que d'aller entraîner des gens de HTS? Tout ça me paraît un peu bizarre. Mais pour finir, c'est anecdotique. Ce qu'il est peut-être moins, et ce sera peut-être le dernier point concernant cette région, c'est le mandat d'arrêt contre Netanyahou par la CPI, qui est depuis cible de menaces, de pressions, d'actes de sabotage. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bon, vous savez, moi, j'ai quand même travaillé pendant 4 ans pour le tribunal pénal international. Avec Carla Del Ponte. Oui. Carla Del Ponte, donc au bureau du procureur. C'est la Suisse, depuis le 19e siècle, elle s'est battue pour avoir un système international fondé sur des règles de droit qui soient valables pour tout le monde. Alors que ce soit des règles de droit dans la conduite d'une guerre, c'est les conventions de Genève, le droit international humanitaire, mais aussi des règles de droit pour essayer de régler les différends entre États par l'arbitrage, la conciliation, par des méthodes juridiques plutôt que par l'usage de la force. Ça n'a pas super bien marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme coercitif. Alors vous avez bien le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais alors il existe depuis 1945, donc il aura 70 ans l'année prochaine. Pendant ces 70 ans, quand est-ce qu'il a été vraiment opérationnel? Peut-être pendant 10 ou 15 ans après la chute du mur, jusqu'à l'invasion de l'Irak. Oui, le moment où les Russes et les Chinois n'avaient pas la force pour s'opposer aux desiderata anglo-saxons. Voilà, mais c'était à peu près entre 1990, 1991 et 2003. Et puis 2003, avec l'invasion de l'Irak, était tout aussi illégale que l'agression russe contre l'Ukraine, d'ailleurs. Mais, par contre, la justice internationale, notamment la Cour pénale internationale, c'est un mécanisme coercitif. C'est un mécanisme qui permet d'inculper des puissants, des leaders, parce que des crimes ont été commis par eux. Donc je pense que c'est un dispositif qui est extrêmement important pour essayer de faire réfléchir à 2 fois les leaders avant qu'ils s'engagent dans une guerre ou avant qu'ils s'engagent dans des atrocités pendant la guerre ou un usage disproportionné de la force, beaucoup de victimes civiles ou beaucoup de destruction, ou bien carrément des plans de nettoyage ethnique comme on semble en voir maintenant à Gaza. Donc je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de la Suisse, puis c'est dans notre ADN, de soutenir à fond la Cour pénale internationale, comme c'est dans notre ADN de soutenir la Cour internationale de justice, parce que nous nous sommes toujours battus, comme petit pays, pour ne pas être soumis à l'arbitraire des puissants. Nous avons besoin d'une architecture juridique, d'un système international solide. Or, au jour d'aujourd'hui, vous avez le Conseil de sécurité qui est inefficace. Vous avez l'Assemblée générale, bon, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire un talk shop. On parle beaucoup, mais c'est pas là qu'on peut prendre des décisions. Donc, qu'est-ce qui reste dans cette espèce de triangle qui régit chaque société démocratique, entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire? La seule branche qui fonctionne dans le système international, c'est le judiciaire. Et il faut absolument éviter que les Israéliens et les Américains ne détruisent le système. Mais le risque est très grand, parce que vous avez vu la semaine dernière la présidente
du tribunal a fait un discours très, très puissant, très poignant peut-être même, devant l'Assemblée des États partis à la Cour pénale internationale, en disant qu'un État membre permanent du Conseil de sécurité menaçait la Cour et son personnel, qui avait des actes de sabotage, etc. Donc c'était un véritable cri d'alarme. Et les seuls qui peuvent défendre cette institution, ce sont les Européens, parce que au final, c'est eux qui payent l'essentiel de la facture. Après, il y a les pays africains, il y a l'Afrique du Sud qui joue un rôle extrêmement important aussi, il y a quelques pays latino-américains, mais le socle, ça reste l'Europe, ne serait-ce que du point de vue financier, et c'est extrêmement important que les pays européens protègent la Cour pénale internationale. Alors pour le moment, on en est plutôt, disons, aux actions de rhétorique. À partir du 20 janvier, lorsque Trump sera là, je suis sûr que Netanyahou va lui demander de prendre des sanctions financières. Je suis à peu près sûr qu'il y aura des pressions sur l'Allemagne et d'autres pays européens, mais l'Allemagne étant le plus gros contributeur, pour qu'ils diminuent leur contribution financière ou qu'ils cessent leur contribution financière à la Cour pénale internationale. Il y aura peut-être des sanctions financières contre le personnel de la Cour, puis des sanctions financières américaines, ça veut dire que vous vivez avec du cash, hein, vous ne pouvez plus faire de transactions, à moins d'aller vivre en Chine ou en Russie. Mais si vous vivez en Europe, vous ne pouvez plus faire de transactions bancaires autrement qu'en cash. Ce qui complique quand même un peu la vie. Donc effectivement, on peut s'attendre à toutes ces pressions-là. Et les seuls qui peuvent protéger la Cour, enfin, ou ceux qui ont une mission extrêmement importante, à mon avis, de protéger la Cour, ce sont les Européens. Et ça, vous êtes plus ou moins optimiste par rapport à ça? Non. Ceux qui ont eu le discours le plus clair jusqu'à présent, c'est notre Office fédéral de la justice. Alors c'est assez amusant qu'en Suisse, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui a dit quelque chose là-dessus, ou le bureau de la présidente, mais c'est l'Office fédéral de la justice qui est extrêmement clair en disant que, voilà, évidemment, s'il arrive en Suisse, on l'arrêterait, on le livrerait à La Haye. Bon, il n'y a pas que lui, hein, il faut peut-être souligner qu'au départ, il y avait 5 inculpations, 3 contre des leaders du Hamas, et puis une contre Netanyahou et l'autre contre son ex-ministre de la Défense. Que sur les 3 leaders du Hamas, 2 sont morts, on en est sûr, puis le 3e, on ne sait pas trop. Donc, c'est pas que contre Netanyahou, hein, parce que si on dit contre Netanyahou, ça donne l'impression qu'il y a une volonté de vengeance ou on cible spécifiquement Israël. Non, c'est la situation. Ils ont fait une enquête sur la situation, sur les crimes commis à Gaza par le Hamas, par les 2 parties. Et puis, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait des motifs suffisants pour lancer des mandats d'arrêt et inculper ces 5 personnages pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Maintenant, si vous regardez la réaction de l'Allemagne, la réaction des Pays-Bas, la réaction de la France, elle est surréaliste. Oui, c'est-à-dire qu'elle a plus ou moins dit ouvertement qu'elle n'allait pas arrêter Netanyahou s'il vient sur le territoire. Oui, dans un deuxième temps, apparemment, c'était le prix à payer pour qu'ils puissent avoir joué un rôle, pour qu'ils aient un rôle à jouer au Liban. Parce que vous savez, c'était la période où il y a le cessez-le-feu qui était négocié au Liban, puis la France a réussi à apparaître comme une des négociatrices du cessez-le-feu, et je pense qu'en échange, pour que le nom de la France soit mentionné, Netanyahou dit « mais je veux l'immunité ». Puis ensuite, il y a eu cet exercice de contorsion magnifique dont seuls les énarques français sont capables, pour essayer d'expliquer que oui, bien sûr, on respecte la Cour, mais quand même, Netanyahou peut avoir l'immunité, parce que c'est un grand ami de la France. Puis après, on dit, puis Poutine, alors, si l'autre a l'immunité, pourquoi pas Poutine? Puis là, on ne sait plus trop quoi dire. C'est vrai que ce qui est intéressant dans la décision de la Cour concernant Netanyahou, c'est que d'habitude, ou en tout cas historiquement, c'était surtout des ennemis, entre guillemets, de l'Occident qui étaient... Alors c'est ça qui est la grande nouveauté ou qui rend ce jugement, comment dire ça, inouï. C'est que pour la première fois, la Cour inculpe un allié de l'Occident. Alors même que c'est l'Occident qui finance la Cour.
Pas seulement, hein, quand même, il y a des pays africains. Puis l'Occident, attention, ce n'est pas les Américains, c'est les Européens. Hein. C'est pour ça, je pense que là, il faut vraiment faire la différence. C'est les Européens, les Canadiens, et puis après le reste du monde, surtout l'Afrique, l'Amérique latine, mais pas les Américains. Enfin, vous savez, moi, je connais bien ce personnel. Hein. Je veux dire, beaucoup étaient mes collègues à La Haye. Beaucoup viennent des pays que vous avez mentionnés, mais ce sont d'abord d'excellents professionnels. Et puis, ils n'auraient jamais signé ces inculpations, ces mandats d'arrêt, s'il n'y avait pas eu un travail extrêmement sérieux. Ils n'étaient pas absolument convaincus de ce qu'ils font. Puis quand vous lisez le rapport d'Amnesty International de la semaine passée, qui va encore beaucoup plus loin dans ses conclusions, enfin, c'est difficile de ne pas voir qu'il y a effectivement matière à justice. Alors, vous avez aussi été ambassadeur de Suisse en Serbie et au Monténégro, hein, vous le disiez au début de l'entretien. Alors, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans ces régions, évidemment. Il semble qu'il y a eu quand même une accélération hein, ces derniers mois entre l'Europe de l'Est et le Proche-Orient. Mais concrètement, que pensez-vous de l'arrivée sur le devant de la scène de politiciens favorables à la Russie hein, ou qui critiquent la posture guerrière de l'Union européenne? On a donc en Géorgie, en Roumanie, en Slovaquie. Voilà, comment vous percevez un peu ce Bon, cet alors écosystème? évidemment, la tendance chez nous, c'est de dire que tout ça, c'est le résultat d'opérations d'influence, d'opérations de propagande menées par le Kremlin. Les pays que vous avez mentionnés sont des pays charnières, surtout la Géorgie et la Moldavie. C'est des pays où les influences des deux côtés s'exercent. Donc, quand on parle de propagande d'un côté, il y a aussi de la propagande de l'autre. Hein. Enfin, je veux dire, on ne peut pas croire que nous, on est les bons, et puis on dit toujours la vérité, et puis les autres, c'est les méchants. Donc, c'est des luttes d'influence qui sont effectivement très, très fortes. Et puis, c'est des pays qui sont profondément tiraillés. Vous regardez, en Moldavie, la présidente a passé à 1 ou 2% grâce au vote étranger. Si la diaspora n'avait pas pu voter, c'est son concurrent qui aurait gagné. Puis il faut peut-être ajouter à ça que pour les 300 à 500 000 Russes, 300 à 500 000 Moldaves qui vivent en Russie, il y avait 2 bureaux de vote pour éviter qu'ils votent trop. Mais c'est des sociétés qui sont extrêmement tiraillées entre l'Est et l'Ouest pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques. La Géorgie est un pays qui, malgré son histoire chahutée avec la Russie, continue aussi à avoir cette espèce de schizophrénie. La Géorgie est loin de l'OTAN. Évidemment, en 2008, on a promis aux Géorgiens qui rejoindraient l'OTAN, mais physiquement, les distances sont telles que, écoutez, c'est des pays qui sont... Enfin, un peu comme nous, on est condamnés à nous arranger avec les Allemands puis les Français, même quand ils se font la guerre. Ben, les Géorgiens, ils sont un peu condamnés à s'arranger avec les Turcs d'un côté et puis surtout avec les Russes de l'autre. J'ajouterais qu'en Géorgie, je ne sais pas si c'est un facteur, hein, c'est pas nouveau, hein, ces divisions internes, mais le facteur qui est nouveau, c'est que depuis la guerre en Ukraine, vous avez, alors les chiffres ne sont pas très précis, mais au moins 100 000 Russes qui ont immigré en Géorgie, surtout pour échapper à la conscription et pas risquer d'être appelés au front. Alors, je ne sais pas si certains d'entre eux, entre-temps, ont obtenu la nationalité géorgienne qu'ils ont pu voter, mais souvent, et puis à Belgrade, c'est la même chose d'ailleurs, en Serbie, à Belgrade, on m'a dit qu'il y avait 150 000 Russes qui étaient venus ici. Qui étaient arrivés. Et en général, ceux qui arrivent et qui s'établissent, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont dynamiques. Ce n'est pas des gens qui viennent pour bénéficier du service du système social serbe ou géorgien. Ils profitent d'un endroit et puis ils continuent leurs activités. À Belgrade, j'ai vu, hein, il y a des cafés, il y a des restaurants qui s'ouvrent. Donc il y a tout un business lié à ça. J'imagine qu'en Géorgie, ça peut être la même chose. Et l'attitude est plutôt positive vis-à-vis de cette immigration, en tout cas à Belgrade,
parce que ça apporte de l'activité économique, ça apporte de l'argent, ça apporte des emplois. Donc peut-être que ça joue aussi un rôle et que ça renforce cette influence russe dans des pays où il y avait déjà un préavis ou un préjugé qui n'est pas nécessairement négatif vis-à-vis de la Russie. Ça vaut vraiment pour la Serbie, ça vaut aussi pour, en tout cas, une partie de la Moldavie. Et puis, peut-être encore un facteur, en tout cas en Moldavie, certainement, la situation économique à cause des sanctions. Et puis des pressions européennes pour reprendre les sanctions. Je pense que c'est la même chose en Roumanie, c'est la même chose en Hongrie, c'est la même chose en Allemagne. Vous avez quand même une situation économique qui, pour beaucoup de gens, est devenue difficile, surtout à cause des prix de l'énergie. Maintenant, les prix de l'énergie, ça a un impact sur la compétitivité de l'économie allemande, hein, surtout des voitures, de l'automobile. Donc, ça a un impact sur l'emploi, etc., etc. Puis les gens commencent à se rendre compte de cela, puis se disent, est-ce que c'était vraiment la bonne option ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un arrangement avec les Russes qui aurait préservé nos intérêts économiques ? Et que pensez-vous de l'annulation du scrutin récent en Roumanie par la Cour ? Oui, alors écoutez, ça, c'est pas quelque chose que j'ai suivi de très très près, mais ça m'a un peu surpris, parce que déjà, les gens que je connais un peu, ils me disaient que c'était assez clair qu'au deuxième tour, le candidat soi-disant pro-russe aurait peu de chance par rapport à l'autre candidat. Donc j'étais un peu surpris qu'on annule le scrutin, mais je n'ai pas étudié la situation plus en détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le projet d'installation militaire à Constanta, dans le sud-est du pays, sur la côte de la mer Noire, d'une grande base militaire de l'OTAN. Oui, j'ai entendu ça, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, qui serait même plus importante en taille que celle de Ramstein, en Allemagne. Oui, de Bondsteel au Kosovo. Voilà. Oui, j'ai lu tout ça. C'est certain qu'il y a un intérêt américain. La mer Noire devient un enjeu stratégique. Parce que vous savez, avec les incertitudes qui pèsent sur la face nord de la mer Noire, soudain Constanța a acquis une importance nouvelle. Vous avez beaucoup d'entreprises, aussi de négoce du blé, des céréales ou du pétrole, qui vont s'établir à Constanța maintenant. Donc je comprends l'intérêt américain à s'établir là-bas. Et puis soudain, la Roumanie devient un pays extrêmement important entre la Turquie et puis la Russie, évidemment, et puis la Géorgie de l'autre côté. Donc c'est ces deux pays riverains de la mer Noire qui acquièrent une certaine valeur stratégique, mais toujours dans cet esprit surveiller, contenir la Russie. C'est vrai qu'au vu de l'historique de la région, des révolutions de couleur, du soutien, je dirais, américain à des changements de régime dans la région, ces similitudes, ou en tout cas ces corrélations entre ces intérêts-là et l'annulation d'une élection ou voilà, l'éclatement de manifestations pro-Union européenne en Géorgie, ça semble, disons, en tout cas, on se pose des questions, quoi. Non, bah, écoutez, enfin, moi, j'ai vécu une révolution de couleur à Belgrade. C'était une des premières, pas tout à fait la première, hein. Mais on voit bien comment ça marche. Il y a beaucoup d'argent américain. Bon, alors, c'est pas toujours directement de l'argent qui vient du gouvernement américain. Des fois, ça passe par des ONG, des think tanks américains. C'était Otpor, non ? Alors en Serbie, c'était Otpor. Puis pas seulement, hein, il y en avait 2-3 autres. Et puis ensuite... Mais ceci dit, l'argent ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un combat. Et en Serbie, c'était vraiment un combat contre Milošević, parce que Milošević avait apporté la guerre et la misère. La guerre, déjà quand même dans les pays voisins, mais après les bombardements de l'OTAN. Et puis ensuite la misère, parce que les magasins étaient vides, il y avait une hyperinflation. Donc, je veux dire, les gens en avaient vraiment marre. Ils voulaient vraiment, c'est une vraie révolution, on voulait de la démocratie. Bon, la démocratie a ramené un nationaliste au pouvoir, c'est comme ça.
mais je ne pense pas qu'une révolution de couleur peut fonctionner s'il n'y a pas un vrai enjeu, un vrai élan dans la population. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer d'une manière parfaitement artificielle, uniquement avec des dollars. Mais disons que ces dollars permettent de le mobiliser plus rapidement. C'est exactement ça, de cristalliser, de mobiliser, parce que, ben voilà, il faut avoir des sites internet, il faut faire des campagnes d'affichage, il faut recruter des activistes pour aller manifester, il faut peut-être avoir une chaîne de télévision, une chaîne de radio, tout ça, ça coûte effectivement de l'argent. Et puis pour ça, les aides extérieures sont bienvenues. Mais ceci dit, s'il n'y a pas une envie ou une frustration, des émotions dans la population qu'on puisse capter pour les mobiliser, ben, ça ne va pas marcher. Hein. Vous savez, il y a aussi eu des tentatives de faire des autres ports à Cuba, au Venezuela. Ils ne sont jamais arrivés. Hein. Et concernant l'Ukraine, donc évidemment, depuis l'élection de Trump, il y a un regain de tension, déploiement de missiles, Oreshnik en Biélorussie bientôt. Certains pays d'Europe occidentale parlent d'envoyer des troupes au sol. Qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, je pense que c'est un gâchis terrible. Parce que, c'est moi ce qui m'a conduit à écrire mon livre. J'ai commencé à écrire le 24 février, après l'invasion, enfin, l'agression de la Russie. Parce que si, mais c'est pas possible qu'on n'ait pas pu empêcher ça. Alors maintenant, on sait qu'il y avait 2 projets de traité qui étaient sur la table en décembre 2021, que l'Occident n'est pas entré en matière, que l'Occident dit mais ça a changé, les Russes n'étaient pas sérieux. Bon, ça c'est un débat qu'il faudra reprendre un jour ou l'autre, peut-être pour les historiens. On a de plusieurs invités qui en ont parlé déjà, effectivement. Ouais. Mais vous savez, il nous a fallu 100 ans pour comprendre les causes, la mécanique de la Première Guerre mondiale. Hein. Avec ce livre extraordinaire, Les somnambules de Sleepwalkers de Christopher Clark, magnifique bouquin. Donc je ne sais pas quand on connaîtra vraiment toute la mécanique qui a mené à cette guerre d'Ukraine. Mais après, j'ai eu un deuxième coup de sang peut-être encore plus fort, lorsque l'Occident a tiré la prise aux négociations qui étaient sur le point d'aboutir à un cessez-le-feu, et ça, c'était 6 semaines après. Début avril, vous participiez à ça, d'ailleurs. Et moi, là, je sais, parce que j'étais là, hein, j'ai même eu des entretiens, parce que les Turcs étaient intéressés de travailler avec nous sur le concept de neutralité pour l'Ukraine. Qui d'ailleurs, c'est peut-être une discussion qui va revenir assez rapidement sur la table. Mais on a l'occasion d'arrêter une guerre. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu, mais pas beaucoup, mais un petit peu, c'était clair à ce moment-là que si la guerre continuait, il y aurait une escalade, et les morts se compteraient au moins en dizaines de milliers, plus probablement en centaines de milliers. Et maintenant, on en est là aujourd'hui. Et ces gens sont morts pourquoi? Parce que, pour l'Ukraine, dans le meilleur des cas, à moins que tout d'un coup la Russie s'effondre comme un château de cartes, comme Bachar el-Assad, et son armée soit effondrée comme un château de cartes, mais franchement, ça m'étonnerait. Donc, le meilleur des scénarios pour l'Ukraine, c'est que le conflit s'arrête là où il a commencé, ou disons, où il est maintenant. Je ne suis pas sûr que les Russes soient prêts à ça. Hein. J'ai l'impression que les Russes, ils veulent encore pousser leur avantage. Alors, tout ça, tous ces gens sont morts pourquoi? Et ça m'a vraiment... Ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de profondément immoral dans les décisions qui ont été prises à Londres, à Washington, à Kiev. Alors à Moscou, on le savait déjà avant, hein, c'était même illégal. Mais là, il y avait quelque chose d'immoral parce qu'un cessez-le-feu était à portée de main. Et puis, c'est les Américains, avec leurs alliés britanniques, qui ont dit non. Et ça, il y a Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la Défense, qu'on peut citer, qu'on peut retrouver, qui a dit quelques jours après, non, c'est trop tôt, il faut d'abord affaiblir la Russie. Alors bon,
Ils ont peut-être affaibli la Russie, mais ils ont affaibli tout l'Occident en même temps. Enfin, peut-être pas les Américains, mais en tout cas l'Europe. Il y a aussi eu le cas de Boris Johnson, qui était mentionné par le négociateur ukrainien. Oui, alors moi je pense que Boris Johnson... Non, mais on se souvient, il était là, c'était quoi, le 8 ou le 8 avril, je crois. Mais Boris Johnson, on sait bien qu'il était là en service commandé pour les Américains. Enfin, il ne prend pas ce genre de décision tout seul. Et vous étiez donc à l'intérieur, vous avez vécu de ça de l'intérieur, ce moment-là, ces pressions-là? Donc moi j'étais à Ankara. Et puis, il y avait eu un téléphone entre Cassis et le ministre turc des Affaires étrangères. Et les Turcs m'ont convoqué une fois pour dire on serait intéressé de discuter avec vous de neutralité, si vous pouviez participer, parce que quand même, vous, la Suisse, vous êtes le modèle, le stéréotype mondial de la neutralité. Je ne sais pas s'ils diraient encore la même chose aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, ça l'était encore. Oui, ça l'était encore. Pourtant, on avait déjà repris les sanctions. Et puis, on aimerait travailler avec vous sur des modèles de neutralité, puis on a un peu discuté de modèles de neutralité, puis comment on pourrait mettre ça en route. Puis après, le négociateur en chef m'a dit, je ne suis pas optimiste, parce qu'il y a certaines grandes puissances qui ont un agenda global, et puis qui ne sont pas pressées de mettre fin à cette guerre. Et puis quelques jours après, il y avait Boris Johnson et les déclarations de Lloyd Austin, et puis après, voilà quoi. Et avec un engrenage maintenant qui pourrait nous mener au pire. Oui, vous avez raison, parce que s'ils ont vraiment beaucoup de leurs missiles noisettes... Oreshnik, ouais, ça veut dire noisette. Comme casse-noisette. ouais, alors ça serait plutôt... Pour répondre à ça, si j'ai bien compris les experts militaires, l'Occident n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Les systèmes antimissiles, ça ne marche pas. Les drones, ça ne marche pas. Donc la seule manière de contrer ça, c'est en menaçant d'utiliser des armes encore plus destructives. Or, dans les arsenals occidentaux, l'étape suivante dans l'escalade, c'est des armes nucléaires. Avant, on avait peur que ça soit la Russie qui utilisent des armes nucléaires, mais maintenant qu'ils ont leur nouveau missile hypersonique, qui est apparemment inarrêtable, qui a une puissance de destruction qui équivaut à celle d'une petite bombe nucléaire, mais sans l'irradiation et tout ce qui va après. Je veux dire, les Russes n'ont plus besoin d'agiter la menace nucléaire, mais c'est maintenant les Occidentaux. Après, des troupes au sol, ça veut dire que cette fois, ça devient une guerre entre l'OTAN et la Russie. Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça? Parce que si on engage des troupes au sol, enfin, si on ne sera pas la Suisse, mais si, je sais pas, les Allemands ou les Français engagent des troupes au sol, je ne pense pas que les Allemands ont changé leur rhétorique. Ça veut dire qu'il y aura des morts, etc. Donc je pense que ça sera une escalade supplémentaire. Non, bon, écoutez, je ne pense pas qu'il y aura des... J'imagine pas des développements significatifs avant l'arrivée de Trump. Ce qu'il faudra voir, c'est comment Trump va négocier ça. Il a promis de mettre fin à la guerre en 24 heures. Je pense qu'il exagère beaucoup. Hein, parce que le modèle de règlement, ce qui est à peu près toujours basé sur ce qui se négocie à Istanbul il y a bientôt 3 ans, c'est on gèle les fronts, les questions territoriales, Crimée, Donbass, on suspend les négociations, on gèle la discussion pendant 10 à 15 ans, et puis après, on discute de démilitarisation et de choses comme ça. Moi, je ne suis pas tellement sûr, et de neutralité, avec des garanties de sécurité. Moi, je ne suis pas tellement sûr que les Russes soient prêts à des compromis aujourd'hui. Hein. Ce que les Russes veulent, ils l'ont dit très clairement, c'est une Ukraine neutre, démilitarisée et dénazéifiée, ce qui veut dire un changement de gouvernement, en gros. Donc, c'est pas si simple, c'est pas encore demain qu'on aura, malheureusement, une fin à cette guerre. Et en parlant de neutralité, ça fait la transition sur notre petite Suisse. Donc effectivement, vous en parliez au début, vous êtes favorable à la neutralité. Hein. Vous avez dit que la Suisse ne doit pas suivre la meute occidentale européenne. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Bah, c'est quand même assez fascinant, après cette invasion russe, combien on a l'impression qu'on était de retour à la période de l'anticommunisme primaire, vous savez. Les méchants russes arrivent. Il y avait comme ça, je crois que c'est Berset qui avait utilisé le terme de frénésie guerrière. Alors après, il a dû se rétracter, mais c'est exactement ça. Il y avait une espèce de frénésie guerrière, comme si non seulement on redécouvrait un ennemi, mais qu'en plus, on était content de redécouvrir un ennemi. Et puis, vous avez tous ces gens, tous ces espèces de guerriers du dimanche qui montaient au front, dans les journaux, au Parlement, tout ça, pour dénoncer l'empire du mal, quasiment. Et puis aussi de voir... Enfin, cette vision du monde, du bien contre le mal, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup parlé. Je me suis dit, mais attends, c'est pas comme ça. Il y a des intérêts en jeu, enfin, il y a des responsabilités de tous les côtés. Les Russes se sont défendus comme ça. L'affaire peut très bien être réglée autour de la table de négociation. D'ailleurs, il semble que la première semaine, la Suisse avait la volonté, en tout cas, de suivre la tendance historique et de ne pas s'aligner. Oui, bah d'ailleurs, on avait joué un rôle fondamental, un rôle très utile. Didier Burkhalter, le prédécesseur de Cassis, avait joué un rôle très utile en 2014, parce que, bénéficiant aussi du fait qu'il était le président de l'OSCE, il avait joué un rôle important dans la conclusion des accords de Minsk, qui malheureusement n'ont pas été mis en œuvre. Et au début, effectivement, il s'est passé une séquence d'événements très bizarres à Berne. C'est que, je sais plus, c'est un jeudi ou un vendredi, on annonce qu'on va faire comme on a fait en 2014, c'est-à-dire ne pas reprendre les sanctions, mais mettre en place un mécanisme pour éviter le détournement ou le contournement des sanctions, qui apparemment avait très bien marché en 2014. Et puis, soudain, quelques jours plus tard, je ne sais plus si c'était le lundi ou le mardi, nouvelle conférence de presse pour dire exactement l'inverse. Et puis, c'est là où on a vu Ueli Maurer, qui n'est pas vraiment un grand Européen convaincu, dire « alors voilà, on va reprendre telle sanction parce que l'Union européenne l'a décidé ». Et de se mettre comme ça à la traîne de l'Union européenne, il y avait quelque chose de profondément humiliant et incompréhensible. Alors, encore aujourd'hui, si vous demandez la position officielle à des représentants de la Confédération, pourquoi on a repris les sanctions, ils vont vous dire à cause des violations très graves du droit international. Bon, il semble qu'il est aussi prouvé qu'Israël, par exemple, commet des violations assez graves du droit international. J'ai jamais entendu parler de sanctions. Donc c'est évident que c'est pour d'autres raisons. Alors après, quand on demandait à des gens dans les couloirs du Palais fédéral, ils disaient « Ouh, si vous saviez les pressions ». Moi, il me semble que chez nous, en Suisse, qui nous targuons et que nous sommes peut-être une des démocraties les plus pures du monde, les plus pures au sens où le citoyen en Suisse a peut-être plus de pouvoir que dans n'importe quelle autre démocratie du monde, le citoyen, il a le droit de savoir. Il y a eu des pressions, dites-nous qui, dites-nous quoi. Quoi, les Américains ont menacé de retirer la licence à l'UBS, bon, alors on comprend. Mais si c'est des pressions, non, écoute, ça serait quand même bien que vous repreniez les sanctions, pourquoi ne pas résister? Selon vous, c'est quoi? C'est l'UBS? Écoutez, inviter un responsable du gouvernement suisse et poser lui la question, non, je ne crois pas que ça soit l'UBS. D'ailleurs, il semble que les Américains étaient même tout surpris qu'on reprenne les sanctions, parce que vous vous souvenez, Biden a dit « Oh, même la Suisse est plus neutre », comme s'il découvrait quelque chose. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais voilà, l'histoire le dira. Mais je trouve que le Suisse, l'électeur, le contribuable suisse, a le droit de savoir. Et je m'étonne que personne n'ait jamais demandé.
ou n'ait jamais mené une enquête là-dessus pour savoir précisément quelle fut la nature de ce chantage contre la Suisse. Et puis encore, les Suisses ne sont pas des cons. Dire si on leur dit, mais écoutez, on est obligé, parce que regardez les répercussions économiques, si on ne prenait pas les sanctions, parce que les Américains ou les Européens vont faire ceci, cela. Mais les gens vont comprendre. Par contre, si on leur dit ce qu'on leur a dit maintenant, et bien là, les gens ne comprennent pas. Et puis, ça renforce une certaine méfiance qu'il y a maintenant de la population envers les autorités fédérales. Regardez les 3 dernières votations populaires qu'on a eues, que ce soit l'AVS, que ce soit la LPP, et puis la dernière encore, les objets proposés par le Conseil fédéral sont systématiquement balayés. À part la dernière fois où ma concitoyenne Elisabeth Baumschneider a gagné quelque chose, ce qui fait plaisir aux caisses maladies, ce qui est toujours un peu dangereux ou inquiétant. Mais à mon avis, ce manque de transparence, ça renforce une certaine méfiance vis-à-vis des autorités et c'est pas bon pour notre démocratie. Et ça s'accompagne de ce qui semble être un rapprochement de l'Union européenne et en particulier de l'OTAN avec des exercices conjoints, avec en tout cas un discours aussi de la part de Viola Amherd de finalement se rapprocher de l'OTAN. Oui, écoutez, pour ça, il vous faut lire il vous faut inviter Pierre-Alain Fridé. Oui, on l'a sur la liste quelque part. Pierre-Alain Fridé a écrit deux livres, un sur le F-35, puis l'autre sur la politique de sécurité de la Suisse. Et puis, il retranscrit très bien mon impression, mais je n'avais pas conscience de ça avant qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé, à savoir que, effectivement, comment il faut dire ça ? Au sein des acteurs de notre politique de sécurité, il y a beaucoup de gens qui sont effectivement très sensibles à ce qui vient de Washington. Ce qui est un peu une drôle d'idée, à mon avis, parce que alors je comprends que si on se fait payer des cours, des voyages, des visites, toutes sortes de choses comme ça aux États-Unis, ça développe un certain feeling vis-à-vis des États-Unis. D'ailleurs, il existe aussi ce genre d'affinité entre notre service de sécurité et les services israéliens, depuis les années 70 d'ailleurs. Mais après, d'un autre côté, si on regarde d'une manière un petit peu objective, quelles sont les guerres qui ont été gagnées par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale ? La Corée, pas vraiment. Le Vietnam, sûrement pas. Qu'est-ce qu'il y a eu après le Vietnam ? La première guerre du Golfe, peut-être ? Alors, la première guerre du Golfe, bon exemple. Et puis ça a été fait dans les règles de l'art par le vieux Bush, qui était, lui, peut-être le meilleur dirigeant américain de l'ère post-Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y a eu l'accord du Conseil de sécurité, une très large coalition. Après la guerre du Kosovo, bon, peut-être. Bon, ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire au final le départ de Milosevic et le départ des troupes serbes du Kosovo. Après la guerre d'Irak, sûrement pas. La guerre d'Afghanistan, c'était l'humiliation totale. Après, les autres où ils ont été impliqués, comme la Libye, c'était vraiment pas un succès non plus. On oublie la guerre de Grenade, hein. L'invasion de la Grenade par Ronald Reagan dans les années 80. Peut-être la Syrie. Pardon ? Peut-être la Syrie. Alors peut-être la Syrie maintenant, même si je pense que les Turcs ont joué un rôle beaucoup plus important que les Américains. Donc l'avenir de l'Irak, vous savez, je pense que si les Turcs ont fait ça, ils ont aussi profité d'un contexte très favorable. Le contexte favorable, c'est que le Hezbollah est affaibli par les frappes israéliennes, l'Iran est aussi affaibli maintenant. Les Russes, s'ils doivent choisir entre Erdogan et Bachar, ils vont choisir Erdogan. Les Russes, c'est beaucoup plus important comme partenaire pour eux. Et puis, les Américains sont dans une phase de transition parce que Trump avait déjà dit à l'époque qu'il voulait retirer les troupes, il en reste 900 ou 1000. Qui protègent les puits de pétrole, ce qu'il a d'ailleurs reconnu à la télévision. Oui, mais c'est pas seulement les puits de pétrole. C'est les puits de pétrole, mais c'est aussi les Kurdes. C'est quand même aussi les Américains qui ont créé cette région autonome du Kurdistan irakien.
Donc il y a une influence pro-kurde, disons, à Washington. Et puis surtout, il s'agit aussi d'utiliser cette région pour contrôler les mouvements terrestres entre l'Iran et la Syrie et le Liban, hein, parce que le corridor terrestre, il traversait la Syrie. Bon, alors maintenant, c'est pour ça que c'est une défaite stratégique pour l'Iran, parce que leur corridor terrestre, semble-t-il, est rompu aujourd'hui. Donc il y avait un contexte qui était quand même assez favorable à cette offensive. À mon avis, elle est guidée par les Turcs. Alors revenons peut-être à la question de l'OTAN et de la Suisse, qui était le fil rouge. Oui, alors donc, ce que je disais, c'est que pourquoi vouloir rejoindre l'OTAN alors qu'ils ont tendance à perdre des guerres, que la menace n'est pas immédiate et en plus que ça fait longtemps qu'on est en situation d'interopérabilité. Donc pourquoi vouloir faire ça et pourquoi vouloir faire ça aussi rapidement? Moi j'imagine que c'est parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts comme ça à l'intérieur du système, chez nous, et puis des pressions probablement de l'extérieur. Dans un message récent, le Conseil fédéral, donc sur l'initiative sur la neutralité, sur laquelle le peuple va devoir se prononcer, donc dans ce communiqué de presse, c'était indiqué qu'il est dans l'intérêt de la Suisse de coopérer avec des alliances militaires ou défensives. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Et puis je suis pas sûr qu'ils vont lire. Non, mais vous savez, mais surtout en Suisse alémanique, hein, je pense qu'il y a un peu une grande différence de perception, de sensibilité entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Si vous regardez en Suisse alémanique, les gens sont persuadés qu'il y a un expansionnisme russe qui rappelle un peu, je sais pas, la révolution bolchevique, les révolutions des soviets, le communisme, qui veut se répandre partout dans le monde. Et donc il y a cette espèce de phobie qui est présente chez nous, surtout chez nos voisins du Nord et de l'Est, qui sont persuadés qu'une fois qu'ils auront pris l'Ukraine, les Russes vont attaquer d'abord les pays baltes, puis après peut-être la Pologne et d'autres. Moi, j'ai pas du tout cette perception-là. Je lis pas du tout les intentions russes comme ça. Mais c'est extrêmement difficile parce que cette perception, elle est soutenue par des gens qui sont puissants, qui ont beaucoup d'argent, qui possèdent des canaux médiatiques. Et puis, si vous dites ce que je viens de dire, vous êtes un Poutine-Försteher en Suisse alémanique, vous y comprenez rien, et puis on va vous flinguer dans les médias comme un petit rigolo, ou pire que ça, un traître. Donc c'est extrêmement difficile. Aussi à cause de ce manichéisme bien mal qui est présent depuis le début du conflit, c'est extrêmement difficile d'avoir une conversation qui soit argumentée et pas une conversation qui soit idéologisée. Et c'est peut-être aussi ce qui pousse à démissionner d'un poste de secrétaire d'État. Oui, alors heureusement que je suis pas dans cette gonfle, hein, parce que je crois que si j'avais pas démissionné avant d'entrer en fonction, j'aurais démissionné maintenant. En tout cas, je dis rétrospectivement, je me dis, mais qu'est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir quitté ce navire maintenant, enfin quand je l'ai quitté, et puis d'avoir retrouvé une liberté de parole. Parce que je pense que ça serait extrêmement difficile pour moi de manœuvrer le bateau avec des vents aussi contraires. Jean-Daniel Roure, nous arrivons au terme de notre entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je pense que je vais revenir sur la neutralité, parce que pour moi, ça fait partie de l'ADN de la Suisse. C'est une composante essentielle de son soft power. D'ailleurs, les Suisses ont peu conscience de ça. Mais jusqu'à il y a 2 ans, notre soft power était un des plus grands en comparaison internationale. Donc dans les classements des pays d'après le soft power, on était toujours au haut du classement. Puis attention, le soft power, c'est pas juste la réputation.
Ça va beaucoup plus loin que ça. On prend aussi en compte la puissance militaire, la puissance économique, la taille du pays, la démographie, la taille de la population. Donc même si on est tout petit, on était quand même très haut, le premier après les G7. Et ça, c'est pourquoi c'est à cause de notre puissance économique, notre puissance d'innovation surtout, nos écoles, notre système d'éducation, mais aussi à cause des aspects immatériels, dont la neutralité, plus la fiabilité, la précision, tout ça, mais la neutralité et la tradition humanitaire. Or, ça me paraît vraiment très important, parce que c'est dans notre ADN, mais ça fait aussi partie de notre identité. Et quelqu'un me disait une fois, mais sans neutralité, il n'y a pas besoin de la Suisse. On devient une nation inutile. Donc je pense que c'est extrêmement important. Mais ceci dit, la neutralité évolue aussi, avec un contexte qui est en mutation. Vous avez des pays comme la Turquie, qui sont certainement pas neutres en Syrie, mais par contre qui sont neutres entre l'Ukraine et la Russie et réussissent à jouer un rôle de médiateur. Donc moi je pense que c'est important de redonner ces lettres de noblesse à la neutralité, pas seulement suisse, à la neutralité. Je pense que c'est important de créer un groupe d'États un peu comme nous, qui ne sont pas nécessairement des grandes puissances, mais qui sont des pays solides, aussi solides économiquement, et puis qui prennent conscience du fait que le monde devient de plus en plus dangereux à mesure que la rivalité entre les grandes puissances s'exacerbe. Et qui a besoin d'un ciment, qui a besoin de pays qui peuvent parler aux deux, qui peuvent créer des ponts et qui peuvent éviter qu'on évolue vers une guerre nucléaire, même peut-être pas voulue. Avec l'intelligence artificielle, vous savez, les armes décideront toutes seules quand elles partent un jour ou l'autre, malheureusement. Est-ce qu'il y aura encore vraiment un humain qui décidera? Quand vous imaginez que ces missiles hypersoniques, en quelques minutes, ils peuvent atteindre le centre d'une capitale et causer des dizaines ou des centaines de milliers de morts. C'est presque obligatoire un jour ou l'autre que l'intelligence artificielle aide à se défendre. Alors imaginez s'il y a une erreur, vous avez quelques secondes pour voir que c'est une erreur. Donc, pour éviter qu'on en arrive, pour redonner de la raison dans les relations internationales, pour réfléchir à de la maîtrise des armements, à du désarmement, comme on avait besoin dans les années 80 de la Suisse comme membre du club des neutres et non alignés qui arbitrait entre l'OTAN et le pacte de Varsovie et qui a travaillé beaucoup justement pour la maîtrise des armements, pour le désarmement, je pense que dans le monde de demain, au niveau mondial, pas juste en Europe, on aura besoin d'un groupe de pays qui soient perçus comme neutres par les principaux blocs et puis qui peuvent servir justement de tampons, de ponts pour éviter des escalades. Et c'est pour ça qu'avec un petit groupe d'amis, on est en train d'essayer de créer à Genève un centre de Genève pour la neutralité. En plus, Genève, qui a cette réputation aussi à cause de la neutralité ou grâce à la neutralité. Donc je pense que c'est extrêmement important d'entamer une réflexion, d'inventer peut-être une neutralité 2 ou 3.0, mais que c'est plus nécessaire que jamais vu l'évolution des relations internationales. Jean-Daniel Roure, merci pour cet entretien. Merci.